Ça y est, nous sommes live. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire organisé par Spartid pour l'onboarding à l'heure du digital. Aujourd'hui, pour ce webinaire, nous accueillons et nous remercions Vanessa, tout d'abord de Learning Bloom. Bonjour, merci beaucoup pour l'échange. Et nous accueillons également Kader de Generali. Oui, bonjour à tous. Du coup, ce webinaire va durer environ 45 minutes. Vous aurez évidemment la possibilité de le revisionner juste après, soit sur notre chaîne YouTube où on vous enverra un mail directement avec le lien pour le revisionner. Peut-être rapidement pour me présenter, Benoît Foulon, je suis responsable de l'équipe Customer Success, moi chez Spartid, donc en charge finalement de nos clients. Et pour ceux qui ne connaissent pas Spartid, nous sommes une société qui propose aux grands groupes une solution de mobile learning pour former, engager, onboarder, d'ailleurs on en reparlera, les collaborateurs grâce à une application tout simplement. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à nous dire d'ailleurs où vous venez de France, c'est toujours sympa. Et du coup, on va démarrer ce webinaire ensemble. Je vais te donner la main, Kader, pour que tu nous dises un petit peu plus peut-être, alors toi, ton parcours et dire un petit peu quelques mots sur Generali finalement. D'accord, merci Benoît, j'espère que vous m'entendez bien. On t'entend, c'est bon. D'accord, très bien. Donc, je travaille chez Generali, qui est un assureur généraliste qui propose des solutions d'assurance pour les particuliers, les professionnels et les entreprises. Et c'est une entreprise qui a été fondée en 1831, donc ça en Italie, donc ça date un petit peu. Moi, j'y travaille personnellement depuis 20 ans. J'ai commencé dans cette entreprise en tant que support informatique pour différentes populations. Ensuite, j'ai intégré un service qui faisait des applications web en Java. Donc, j'y suis resté pendant 8 ans. Et actuellement, j'exerce des différentes fonctions au sein du service formation de la RH. Donc, notamment en tant qu'administrateur LMS, chef de projet e-learning, concepteur pédagogique. Voilà, c'est les fonctions, entre autres, que j'occupe. Merci pour cette introduction. Évidemment, on aura l'occasion de rediscuter après en détail de ton rôle justement dans l'onboarding du réseau de commerciaux. Vanessa, je te donne la main pour expliquer aussi également ce que c'est que Learning Bloom, ton parcours, peut-être qu'est-ce qui a fait finalement que tu as créé cette société? Oui, très bien. Moi, j'ai une formation de didacticienne initialement. J'ai travaillé depuis plus de 10 ans dans la formation, donc à l'étranger, en France, et puis j'ai évolué avec nos métiers dans la formation qui se sont énormément digitalisés avec une grosse accélération sur ces dernières années. Je travaillais en tant que coordinatrice pédagogie digitale dans une entreprise et puis ça m'a donné l'envie de faire la même chose, mais en agence, avec mon agence. Donc, je me suis associée et on a ouvert du coup Learning Bloom il y a moins d'un an maintenant. On offre plusieurs services. Du conseil sur la stratégie de digitalisation des formations, sur le choix des outils aussi. Et puis, on fait de l'ingénierie de formation, de la création de parcours, de modules e-learning, des vidéos learning, et puis on va jusqu'au marketing de la formation ensuite. Voilà. Super, très clair. Vous êtes combien d'ailleurs chez Learning Bloom aujourd'hui? 3. En plein temps, vraiment 3. Et après, on vient compléter les équipes en fonction des besoins et des projets des clients. Ok, super, très clair. Avec des intervenants et des équipes avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Ok, parfait. Du coup, je vais te laisser la main peut-être pour démarrer un petit peu notre sujet aujourd'hui, rentrer dans le cœur finalement de notre sujet qui est l'onboarding à l'heure du digital. Donc pour toi, Vanessa, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que l'onboarding et quel challenge cela soulève avec les clients avec lesquels tu travailles aujourd'hui? Oui, bien sûr. L'onboarding, du coup, c'est assez simple. Ça va être du coup tout le processus d'intégration des nouveaux collaborateurs à partir du moment, on va dire, où ils acceptent l'offre d'emploi et puis jusqu'à la prise totale de leur poste, qu'ils soient complètement performants. Et puis l'onboarding, il devient digital à partir du moment où il y a des outils digitaux dedans. C'est pas beaucoup plus
que ça concrètement. Ensuite, il va y avoir vraiment, nous, les challenges qu'on a sur l'onboarding. Quand on crée tout un parcours vraiment d'intégration, on voit que c'est un parcours qui est plutôt long, puisqu'on ne peut pas être opérationnel du jour au lendemain en entreprise. Donc, en général, on dit que ça prend entre 3 et 6 mois, mais ça peut être beaucoup plus en fonction des postes. Il y a des postes où il faut plus d'1 an pour être complètement opérationnel. Donc, nous, on a découpé en fait ce temps d'onboarding en 4 étapes clés. Donc, toute la phase de pré-onboarding, c'est-à-dire quand on accepte son offre d'emploi jusqu'au premier jour de travail. Donc, ensuite, il va y avoir le jour J qui est vraiment un moment un peu crucial et plein d'émotions pour le collaborateur. Donc, voilà, on va être dans la découverte de son emploi, la convivialité, le partage, l'accueil. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de générer ce jour-là. Ensuite, il va y avoir donc toute cette phase vraiment d'intégration et de montée en compétences. Du coup, il va falloir un peu quand même structurer à ce moment-là le parcours, forcément. Bien sûr. Et puis, à la fin, on va dire qu'on a la phase un peu de post-boarding, c'est-à-dire quand la personne, ça y est compétente, en tout cas globalement sur son poste. Ça ne s'arrête pas là, puisque l'objectif, c'est que la personne se sente bien et des perspectives aussi de carrière dans l'entreprise, lui donner envie de rester, de faire le bilan, l'évaluation, etc. et d'améliorer aussi de manière continue le parcours. Donc, il y a des enjeux qui sont très forts pour les entreprises qui nous contactent à ce moment-là. Donc, ça va être, évidemment, on va essayer de créer du lien, de l'attachement, mais c'est aussi toute la culture d'entreprise, les valeurs qu'on va travailler, la découverte, la montée en compétences, enfin, etc., en espérant être assez clair sur les différentes phases et un petit peu les enjeux aussi qui sont attachés à ces moments clés. C'est assez intéressant d'ailleurs, merci pour ces différents éléments. Tu parles de post-boarding et j'aime le terme puisque c'est vrai qu'on ne l'utilise pas souvent finalement. Est-ce que ça veut pas dire que finalement cet onboarding il s'arrête jamais, puisque tu l'expliquais, en fait, une fois qu'on est onboardé après les premiers mois d'intégration, en fait c'est un processus continu dans l'entreprise qui fait qu'en fait voilà, on est en perpétuelle, j'ai envie de peut-être pas remise en question, mais il y a un vrai sujet finalement de s'acclimater aux nouvelles tâches, etc. Et finalement on est un peu en onboarding pendant une très longue période, j'ai envie de dire. Tout à fait, puisque l'objectif, c'est vraiment d'être sur une démarche qui va être continue. C'est un petit peu comme si on apprend à jouer de la guitare. On ne va pas apprendre à jouer de la guitare en faisant 3 jours, 8 heures non-stop, mais ça va être un processus qui va prendre plusieurs années. Donc là, c'est un petit peu aussi la même chose pour ce processus de post-boarding aussi, qui signifie tout simplement rester à bord. Donc, quand on entend rester à bord, c'est vraiment donner l'envie aux collaborateurs que tout ce qu'on a investi aussi dans ces formations, faire en sorte qu'ils restent dans la société, qu'ils s'y sentent bien surtout et qu'ils soient promoteurs de la culture, des valeurs, de son poste et puis de sa montée en compétences. Très clair. Merci pour ces éléments. Kader, d'ailleurs, je te donne la main par rapport à ça. Est-ce que ça fait écho, j'imagine, avec ce que vous faites chez Generali? Comment tu le définirais, toi, l'onboarding, et quels sont les challenges auxquels tu fais face de ton côté? Tout à fait, oui. L'onboarding sur le périmètre dont je m'occupe, ça consiste à accueillir en fait les nouveaux entrants sur une partie commerciale en fait. C'est des nouveaux entrants qui sont amenés sur un parcours de 18 mois à être formés. Et donc à être formés sur différents thèmes, différents outils, différents produits correspondant aux produits d'assurance Generali. Donc tout au long de ce parcours qui est jalonné, c'est pareil, il y a des remises en question, il y a des évaluations, il y a des tests de connaissances pour vérifier que que le sachant apprend comme il faut et puisse restituer ses connaissances. Donc c'est tout un système qu'on a mis en place sur 18 mois pour les accueillir du début jusqu'à leur sortie, parce que c'est pas forcément, en fait, c'est souvent des gens qui sont en reconversion professionnelle. Donc du coup, faut les accompagner sur un métier qu'ils connaissent pas forcément, donc où ils ont tout à découvrir dessus. Donc notre challenge, c'est de faire en sorte qu'ils viennent d'un milieu différent et qu'à la sortie, ils soient compétents et aient des bases solides en assurance. Et d'ailleurs, tu parles de 18 mois. Si on rentre un peu dans le détail de comment
quelles sont les choses, quelles sont les étapes finalement qui vont devoir suivre? Comment se découpent ces 18 mois? Alors, ces 18 mois sont répartis. En fait, on fait du blended learning sur ce parcours. Parce que déjà, dans le contexte sanitaire, on a besoin d'accueillir les gens, donc on les voit en présentiel, Ouais. généralement pour leur première session. Et du coup, pour qu'ils puissent digérer ce qu'ils ont appris précédemment, en fait, après, ils passent sur le terrain pour un peu mettre en application, voir comment on peut faire avec des tuteurs dans des organisations en province, parce que ça se répartit sur toute la France. Ok. Et du coup, voilà, tout au long de ça, c'est jalonné de classes virtuelles, de distanciel, de module e-learning, de micro-learning avec Spartid. On a tout un parcours comme ça qui n'est pas monotone et qui rebondit sur, on va dire, différentes technologies voilà, qui permettent de les garder, parce que le but aussi, c'est de former des gens qui arrivent à la fin de ce parcours et qu'on ne perd pas en route, quoi. Et d'ailleurs, tu parles de contexte sanitaire, c'est vrai que c'est un enjeu d'actualité, hein. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué dans l'onboarding de ces personnes-là depuis les 2-3 dernières années? Et qu'est-ce que vous avez été amené à modifier? Alors j'imagine moins de distanciel, mais j'entends que de ce que tu disais, c'est revenu un petit peu. Voilà, comment vous abordez les choses aujourd'hui par rapport à ça? Ah, c'est pas moins de distanciel, c'est justement au contraire, c'était plus de distanciel. Plus de distanciel, moins de présentiel. Parce que, mais on avait bien compris, oui, on a été obligé d'être agile, parce que ces parcours en fait sont définis très longtemps à l'avance. Il y a un calendrier qui sort à l'avance pour ces différentes étapes. Donc il a fallu être très agile pour transformer les formations présentielles en distanciel, de faire les campagnes aussi, c'est pareil, comme les jalons ont été bougés, les campagnes ne se déclenchaient pas au même moment. J'en parlerai plus tard des campagnes. Okay. Mais du coup, oui, il a fallu être très agile et utiliser les différents outils que nous avons à notre disposition pour continuer à faire de la formation, même si pendant ce temps, les commerciaux n'ont pas pu aller sur le terrain. Et du coup, on essayait de les accompagner, de ne pas les laisser isolés. Donc, il a fallu être très, très agile sur ce périmètre. Très clair, merci pour ces éléments. Vanessa, je te donne la main justement par rapport à ça. Alors peut-être qu'il y a des choses dont parlait Kader qui faisaient écho, sur le cas notamment de l'isolement. J'imagine qu'au moment de l'onboarding, c'est des sujets qui sont clés pour vous aujourd'hui, de faire sentir un nouvel arrivant qui soit intégré à sa structure. Oui, complètement. Ce qui fait écho, effectivement, c'était l'isolement, parce que l'objectif vraiment et l'enjeu, c'est que le nouveau collaborateur se sente accompagné, se sente intégration, intégré, et du coup, ça ne peut pas se faire seul. Donc, on met en place différentes modalités, dont des formations aussi en e-learning, en mobile learning, mais il ne faut pas que ce soit l'intégralité du parcours, et on va vraiment veiller, comme disait Abdelkader, à vraiment varier, qui est aussi des moments en synchrone, du coup en présentiel quand c'est possible, mais il faut aussi créer une cohésion, se sentir intégré du coup dans l'entreprise. Ça ne peut pas se faire seul, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas du social derrière. Et ça, c'est un vrai enjeu dans le design, en tout cas, du parcours, de vraiment veiller à ces différentes temporalités, les différents tempos qu'on va avoir, tout en ayant une vraie cohésion et cohérence entre les différents morceaux, on va dire les différentes briques qu'on va venir implémenter. Et du coup, alors moi, je suis plus dans la phase du coup du design et de la production, moins de la mise en pratique ensuite, puisque c'est repris ensuite par l'entreprise. Mais du coup, au niveau du design, ça s'exprime aussi dans le fait où c'est un vrai travail de collaboration, pas uniquement en tant qu'agence avec le client, mais du coup, au niveau du client, on va vraiment veiller à intégrer les différents services aussi, que ce soit le service RH, le service marketing communication, ou par exemple là le service vente également.
quand c'est possible et que le client est OK, on intègre aussi des nouveaux collaborateurs dans le design de ce parcours, Okay. ou des récents nouveaux, enfin récents anciens nouveaux collaborateurs, parce que c'est quelque chose vraiment qui se fait à plusieurs, et il ne faut pas avoir ce sentiment de solitude. Donc, on va le retrouver aussi bien dans le design de la formation. Je pense que, comme disait Abdelkader, ensuite dans la mise en pratique aussi, où il y a des moments sociaux qui sont hyper importants pour créer le lien. Sinon, ça ne peut pas se faire. Et d'ailleurs, chez Learning Bloom, alors j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est qu'un onboarding classique? Mais j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de classique, puisque c'est aussi adapté aux différents use cases et aux clients avec lesquels vous travaillez. Mais vous utilisez principalement quels outils, notamment pour le design, parce que tu parlais du design justement de tout cet onboarding. Comment ça se passe, j'ai envie de dire, quand on démarre un projet avec vous d'onboarding? Alors effectivement, il n'y a pas de cas classique chez nous puisqu'on fait que du sur-mesure, donc ça dépend vraiment de la demande du client. Alors des fois, on va intervenir juste pour la création d'un module comme la présentation des métiers et du coup de développer un serious game dessus pour que ce soit un petit peu plus fun que juste des interviews et faire adhérer les gens et leur donner envie de poursuivre, ou ça va être vraiment tout le design du parcours. Et dans ce cas-là, on va vraiment s'appuyer alors soit sur les outils qui sont déjà en place, s'il y a une plateforme de formation. C'est vrai que dans ce cadre-là, moi, je reviens un petit peu aussi sur le fait du mobile learning. C'est aussi un bon moyen qu'on peut intégrer à différents moments, puisque c'est une approche qui va être douce et qui va nous permettre d'avoir vraiment... je fais une petite digression, mais on est dans une période cognitivement très chargée pour le nouveau collaborateur. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enjeux pour lui, c'est une période qui est aussi stressante. Donc, c'est vrai que de pouvoir retrouver son contenu, etc., le mobile learning, c'est quelque chose qui va être assez intéressant parce qu'on va pouvoir rentrer directement sur un sujet de manière très courte, très précise, retrouver l'information. Donc, c'est quelque chose qu'on peut retrouver à différents steps, aussi bien pour sensibiliser sur un sujet que pour revoir derrière. Donc, voilà, ça va bien s'intégrer. Par exemple, à une réunion, souvent, il y a des réunions qui sont prévues quand même d'intégration. On va faire des cohortes de nouveaux arrivants. Et bien, après, de pouvoir retravailler un petit peu le contenu avec du mobile learning. Après, on peut avoir des serious games, des visites virtuelles aussi des lieux sans avoir à attendre la prochaine visite qui arrivera peut-être dans un mois, etc. Donc, vraiment, ça prend différentes formes en fonction de l'entreprise qui a à appréhender aussi et les enjeux aussi du service, du collaborateur, etc. Alors, tu parles du mobile learning. C'est vrai que Kader a eu l'occasion de s'en servir un petit peu. Justement, Kader, par rapport à ça, et il y a une question, j'y reviendrai juste après dans le chat. Vous avez décidé d'utiliser du mobile learning pour onboarder votre réseau de commerciaux chez Generali. Pourquoi au démarrage vous avez fait ce choix? Voilà, comment ça se passe avec le mobile learning chez vous? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors pourquoi le mobile learning? En fait, on avait un parcours qui était, on va dire, assez vieillissant technologiquement. Et on avait envie de mettre un peu de renouveau et un peu de ludique dans nos formations et de s'adapter au goût du jour. Donc on s'est porté sur Spartile parce que c'était une solution comment dire, qui était déjà facile à mettre en place, portable, on va dire, de par son installation sur un téléphone. Et du coup, ça nous permettait de faciliter comment dire, l'utilisation comment dire, des thèmes de l'assurance dans un cadre, on va dire, un peu plus personnel, un peu plus ludique et un peu n'importe où pour le collaborateur à des moments où il peut le faire. Donc, c'est une solution qui est très pratique. Et on a eu envie de passer par cet ancrage mémoriel parce que c'est vrai que c'est assez simple à mettre en place, ça évolue constamment et ça répondait à nos besoins. Donc nous, c'est déjà depuis 2019, en fait, on a formé par des campagnes. Alors une campagne, en fait,
Lors des formations en présentiel ou en distanciel, les collaborateurs, en fait, soit travaillent sur un produit particulier, soit sur un thème de l'assurance vie, la retraite, le yard, tout ça. Donc, quand ils ont abordé un certain nombre de sujets, ben, on évalue leurs connaissances par ce jeu de campagne qui sont déclenchées à certains moments dans leur parcours. Et ces campagnes sont au nombre de 8 pour ces promotions et durent généralement sur 5 jours. Pour les grosses révisions, ça dure au maximum 2 semaines et on diffuse, on va dire, 3, maximum 4 questions par jour pour que ça soit assez léger, que les gens voilà, se disent pas non, c'est embêtant à lancer, donc je ne vais pas le faire. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas à réfléchir. On lance l'application, les questions sont disponibles. Ils en ont pour maximum 5 minutes. Ouais. Et du coup, Bien ils sûr. jouent. Voilà, c'est plus facile à jouer, c'est plus facile à mettre en place. Et puis, ça leur sert aussi, une fois qu'ils ont terminé, un peu comme de bibliothèque de connaissances qu'ils peuvent consulter Retrouver, n'importe quand. Donc, c'était l'avantage. Donc, nous, actuellement, on a déjà formé depuis 2019 près de 460 joueurs. On a fait 170 campagnes. Alors, ce n'est pas des campagnes différentes, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 8 campagnes par promotion. Et ça, bien c'est sûr. industrialisé. On a fait beaucoup de promotions depuis et on a un taux de complétion de 75%. Donc, c'est très, très bon pour les collaborateurs. On arrive à les maintenir sur ça et on voit qu'ils aiment cette façon un peu différente d'évaluer leurs connaissances. Ça change un peu du distanciel où c'est descendant. Là, c'est interactif et on sait que le jeu aussi, on apprend beaucoup plus facilement. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est des téléphones, alors c'est questions un peu opérationnelles, mais parce que je vois dans le chat qu'on a plusieurs questions à ce sujet. Les collaborateurs qui utilisent la solution utilisent des téléphones pro ou perso de ton côté, Kader? Alors, de mon côté, on a cet avantage que ça soit un téléphone perso. Pardon, excusez-moi, pro. Pro. Propos. Du coup, donc ils ont dans le cadre d'une formation présentielle, un petit temps réservé pour l'installation de l'application Ouais, et le déroulement et son fonctionnement. Donc, on a cette chance, d'avoir, tous les collaborateurs qui passent dans les promotions, qui les installent, mais ça ne veut pas dire qu'ils jouent tous. Voilà, c'est aussi une alerte pour nous quand quelqu'un ne joue pas. Parce que on le voit aussi en présentiel, c'est une alerte parce que ça peut être quelqu'un qui s'investit pas dans ce nouveau métier ou qui ne lui correspond pas ou qui lui manque quelque chose. Donc ça permet d'alerter, son tuteur par exemple, pour lui faire soit des formations complémentaires ou, que la personne se rende compte que c'est pas une carrière qui est faite pour lui, quoi. ouais, bien sûr. Et c'est vrai que par rapport à ça, au téléphone pro, téléphone perso, c'est un vrai sujet, hein. Je vois qu'il y en a pour plusieurs dans le chat pour qui ça pourrait être un problème. Et c'est vrai qu'on a déjà eu, nous, de notre côté, chez Spartid, ces sujets-là qui sont sur la table. Alors, quand c'est des téléphones pro, c'est en effet rarement un problème. Quand c'est des téléphones perso, alors soit on a la web app, donc on a la possibilité de jouer sur son ordinateur, hein, et du coup on évite la partie téléphone. On perd un peu le bénéfice forcément du mobile learning, de le fait qu'il soit dans la poche au moment où on en a envie. Après, on reste sur un format très court de 3-4 minutes. Donc, on a aussi des clients qui ont fait le choix de dire, bah voilà, ça peut se mettre sur le téléphone perso, tablette, etc. Mais c'est vrai qu'on a aussi, pour ceux qui n'ont pas de téléphone pro et du coup qui n'ont pas la possibilité, ou en tout cas, il n'y a pas la volonté de faire sur téléphone perso, on a aussi une web app qui permet en fait d'accéder exactement de la même façon au même contenu finalement, mais tout simplement sur la partie ordinateur versus sur la partie, c'est la même chose que sur la partie téléphone, quoi, tout simplement. Alors, si je peux me permettre aussi rebondir sur ce point-là, pour l'avoir vu sur des conseillers de vente en parfumerie, là, ils n'avaient pas de téléphone professionnel. Donc, ils utilisaient leur téléphone perso, ce qui était plutôt bien accepté par rapport aux conseillers de vente. Mais du coup, l'entreprise avait prévu aussi de parer
aux personnes qui seraient un petit peu réticentes en gardant du coup en boutique, dans la parfumerie, une tablette qui était aussi accessible et pour pouvoir justement permettre aux personnes qui ne souhaitaient pas utiliser leur téléphone personnel d'avoir une autre option. Parce que là, l'ordinateur, ce n'était pas accessible Bien sur sûr. l'espace de vente, puisque c'était dans un petit bureau. Donc, s'il y a une cliente qui arrive, un client, eh bien, on ne peut pas le recevoir, alors que la tablette, c'est transportable, etc. Donc, Bien sûr. c'était aussi la solution là qui avait été trouvée pour les personnes qui ne souhaitaient pas. Mais les conseillers de vente étaient plutôt satisfaits du fait de pouvoir faire la formation aussi sur leur téléphone personnel parce que c'était accessible quand eux le souhaitaient, n'importe quand. Et Exactement. quand ils avaient un petit trou de mémoire, c'était bien pratique. Je suis complètement d'accord avec toi. On a déjà eu des cas où, en fait, au lancement de projet, on se rendait compte que il y avait, enfin, c'était pas recommandé d'utiliser le téléphone personnel pour éviter justement les soucis, etc. Et en fait, au fur et à mesure du temps, les gens réalisent que c'est bien plus pratique de l'avoir sur son téléphone personnel que sur une tablette ou un ordinateur, parce qu'en fait, c'est accessible rapidement, c'est que 3-4 minutes par jour. Alors, on joue sur l'application, évidemment, l'application, elle n'est pas là que pour jouer, elle est là pour apprendre, engager, etc. Mais c'est assez ludique et ça prend très peu de temps. Donc, en fait, on arrive quand même, finalement, ou plutôt, ils arrivent à se convaincre qu'en fait, avoir cette application-là, c'est plutôt aussi participer un peu plus à la vie d'entreprise, etc., que d'avoir la possibilité de jouer 3-4 minutes par jour sur son téléphone. D'autant plus que la force du mobile learning, c'est que on a aussi des notifications qui sont associées à tous les événements qui se passent dans le téléphone. Et du coup, voilà, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, à chaque fois qu'il y a une info ou une campagne, comme l'expliquait Kader tout à l'heure, qui apparaît sur l'application, on est au courant en temps réel. Donc, je peux très facilement communiquer avec l'ensemble des équipes concernées sur le téléphone avec une petite notification et tout le monde est, notamment à l'heure du digital, ça devient essentiel, tout le monde est rapidement au courant de ce qui se passe. Benoît, si je peux rebondir sur ce que tu dis, l'avantage aussi, c'est que c'est vrai que je comprends que pour la difficulté d'installer sur des téléphones perso, les gens, généralement, ils n'aiment pas que la sphère professionnelle rentre dans la sphère personnelle. Donc, ils ont un peu de réticence à l'installer sur leur téléphone perso. Et c'est vrai que dans ce cas-là, il faut vraiment cibler. Il faut avoir une stratégie pour donner envie à l'utilisateur de se mettre dessus. Et d'où l'avantage, c'est vrai qu'il y a cette notion de challenge. Comme il y a des classements qui sont faits dans les promos, d'instinct naturel, on a toujours envie de se mesurer à notre voisin et du coup, ça les motive un peu plus. Et puis on voit aussi de temps en temps que certains qui se lancent des challenges ou des battles pour un peu se tester sur un sujet particulier. Ouais. Et voilà, ça c'est quelque chose qui fait vivre, on va dire, naturellement l'application. Donc c'est assez bien parce que ça se nourrit tout seul, ils se nourrissent entre eux et on voit que les gens aiment jouer, quoi, et que c'est le meilleur moteur d'apprentissage. Bien sûr. Et d'ailleurs, tu parlais de l'application. Alors, je crois que c'est ma prochaine slide qui va nous montrer un peu plus en détail. Alors, je vais peut-être couper le son comme ça. Ça va peut-être pas perturber ce que tu vas dire en même temps. Alors là, on a une vidéo. Je crois que je peux même la mettre en grand. Voilà. Ça, c'est des campagnes un peu classiques. Alors, on voit campagne Blue Belt. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus d'éléments sur qui est-ce qui crée, notamment de chez vous, tous ces contenus, qui est-ce qui anime la plateforme, comment ça se passe? On va dire c'est Bibi qui s'occupe de tout. Oui, donc je crée les contenus. J'ai été aidé au lancement de Spartit parce que bon, l'application, le choix qu'on a fait était de démarrer assez rapidement sur Spartit. Donc on a été aidé par Spartit justement pour faire les premiers contenus et monter en compétences sur le sujet. Ouais. Donc ça a été mis en place assez rapidement. Donc on a pu commencer à s'inspirer aussi des contenus qui ont été faits. Et du coup, après, maintenant, on prend la main pour le faire et c'est assez rapide à faire. Donc je gère les contenus, les campagnes, les validations des joueurs. Je m'occupe de tout sur la plateforme. Donc, et je peux même me permettre d'être en retard. Et si j'ai oublié une campagne pour le lundi, si je le fais le vendredi, c'est assez accessible puisque c'est très rapide à mettre en place, quoi.
C'est toi qui gères aussi du coup toute la plateforme, le back-office, parce que c'est vrai que pour ceux qui découvrent Spartid, alors je vais peut-être revenir en arrière si j'y arrive. Est-ce que si je fais OK. Bon, je crois que c'est bon pour les slides. Si c'est toi qui gères aussi la partie back-office, donc en fait la gestion de qui est-ce qui va jusqu'au bout des campagnes, etc. L'analyse des résultats est clé pour voir aussi qui est-ce qui suit, qui est-ce qui s'engage. Hein, tu le disais tout à l'heure à juste titre. Aujourd'hui, l'analyse de tous ces résultats-là, ça vous permet aussi très rapidement de voir une personne qui s'engage peut-être un peu moins dans l'entreprise, dans sa formation, etc. C'est toi qui analyses tout ça aussi? Oui, tout à fait, ouais. Oui, oui, tout à fait. Dans le back-office, bah, il y a tout ce qui est la partie segmentation comment dire, bien penser avant de commencer. Parce que nous, on a fait le choix comme on a des promos et qu'on en a régulièrement, on s'est dit, bah, c'est comme les personnes s'inscrivent, si, la segmentation est pas bien faite, ils vont se Ouais, retrouver avec, une liste interminable de promotions et il va falloir dérouler, dérouler. Donc on a fait le choix, nous, d'intervenir, par année. Comme ça limite déjà le nombre de promotions qui sont présentes et ils s'inscrivent plus facilement. Heu, Après dans le suivi, si on fait un focus sur une promo, pour voir si, dans les débuts, il joue bien comme il faut, bah, ça nous permet d'avoir les chiffres, on va dire en temps réel et de ouais, faire des petites relances par les breaking news, quand c'est nécessaire. Après aussi, on a besoin parce que si on fait plutôt un zoom arrière, on a besoin aussi, lors des rédirs ou de comités de pilotage, bah, de chiffres pour justifier comme c'est un temps de formation et que c'est compté, pour justifier du temps, joué par les utilisateurs sur ces campagnes et notamment les chiffres, les pourcentages, de rétention, bien voir le sûr. nombre de joueurs qui jouent, qui ont commencé, combien il en reste à la sortie, alors on a beaucoup de données, brutes, sur le back office et bah, justement Benoît et Alexandra m'ont aidé dans des besoins spécifiques justement où j'avais, un peu de mal à consolider toutes ces données et du coup pour en sortir des données maintenant assez rapidement, pour les mettre en forme. Eh ben, écoute, merci pour ces éléments. Vanessa, peut-être que tu as des éléments à compléter sur la partie mobile learning. Alors, tu disais que voilà, avec certains de vos clients, vous en êtes déjà servi. Dans quelle mesure? Qu'est-ce que vous faites sur mobile learning? Est-ce que tu peux nous en dire de ton côté? Mais comme je disais tout à l'heure, nous, on considère qu'on est sur une période pour le collaborateur qui est assez chargée cognitivement. Et ben, on connaît tous, je pense, un petit peu la courbe de l'oubli qui nous Bien dit sûr. que on oublie au bout de 2 jours 50% des informations qui ont été vues et 80% au bout d'un mois. C'est donc énorme. Donc, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, l'avantage, c'est qu'on est obligé d'être très concis dans le mobile learning. Donc, on va aller droit au but sur le sujet. On ne va pas se perdre sur tout un tas d'éléments qui est sans doute très intéressant aussi. Mais quand on est sur une formation en présentiel, c'est vrai que le sachant va avoir tendance à en rajouter beaucoup. Donc là, ce qui est très intéressant pour le collaborateur, c'est vraiment qu'il va pouvoir revoir l'essentiel du sujet dans un moment très court. Du coup, c'est très bien pour lutter contre l'oubli et pour cette courbe d'apprentissage et maximiser la formation et toujours avoir une rétention voilà, qui va être douce, continue et qui va aller crescendo et vraiment intégrée sur du plus long terme. Donc, nous, on l'aime beaucoup pour ça, le mobile learning. En plus, bon, c'est quand même un accessoire qu'on a tout le temps sur soi Bien sûr. aussi. Donc, c'est très pratique. On peut avoir pour accès des fois aussi en mode hors ligne. Ce qui peut être bien pratique dans certains contextes également. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez flexible et puis qui est assez bien perçu dans ces moments-là où on veut véhiculer aussi une image de l'entreprise assez forte. On est quand même sur un contenu qui est moderne. On a Ouais. parlé tout à l'heure de challenge, de jeu, donc on va être sur un environnement qui va être très gamifié, qui va permettre de convaincre aussi les collaborateurs et d'instaurer une culture aussi de la formation. C'est pas toujours gagné. Et du coup, quand on prend un nouvel emploi, si vraiment on prend certaines habitudes, voilà, de se connecter régulièrement, etc., c'est quelque chose qui va perdurer ensuite dans le temps et il va être plus facile de positionner aussi ensuite de nouvelles formations
Bien sûr. aux collaborateurs qui ont déjà été familiarisés dès leur entrée en poste avec un outil tel que celui-ci. Donc ça, c'est aussi très positif dans toute la suite du parcours du collaborateur au sein de l'entreprise, vraiment. Donc en fait, pour le fameux post-boarding dont on parlait au démarrage, vous continuez en fait derrière à utiliser le mobile learning. C'est pas juste de l'onboarding, vous vous en servez derrière pour faire des formations, des sujets, etc. Tout au long de l'année en fait. Complètement. C'est très pratique aussi quand il y a, pour une entreprise, elle va sortir un nouveau produit sur le marché. Il faut, voilà, par exemple, acquérir un discours de vente très rapidement, voir certains points, les avantages de notre produit, la concurrence. Voilà, donc on va pouvoir découper en petits morceaux, mais toujours sur un sujet très précis. Et du coup, ça va pouvoir nous permettre aussi de réduire ce time to market et d'être performant assez rapidement. Donc, pour un nouveau produit, par exemple, c'est vraiment, ça s'y prête très, très bien aussi. Il y a plein d'user cases, en fait, qui vont bien s'adapter à cet outil-là. Et puis, sans compter, je parlais aussi de la culture de formation. Moi, j'ai vu pas mal, du coup, d'entreprises qui exprimaient aussi la gamification, donc ces challenges, en donnant un pendant réel, on va dire, dans le monde réel, aussi à cette gamification, en faisant gagner bien des choses concrètes par rapport à ces points, avoir des lots, des bons de réduction, etc., hein, des choses comme ça, des produits, et bien ça fonctionne très, très bien et ça incite beaucoup. Bien Donc, voilà, dans la culture d'apprentissage, c'est vraiment... puis c'est quelque chose auquel on est habitué, hein, on passe beaucoup de temps à jouer sur le téléphone aussi. Donc là, même si c'est un jeu un peu plus sérieux, on va dire, avec un objectif professionnel, ça reste dans des habitudes qui sont déjà bien ancrées chez les utilisateurs. Alors c'est vrai, hein, là on digresse un peu sur pourquoi le mobile learning, mais oui, c'est vrai que je suis complètement aligné. Hein. Nous, on considère aussi que c'est un facteur clé de succès d'avoir justement la possibilité d'avoir des lots, etc., de dire à la fin de l'année, bon, bah, tous ceux qui ont participé à l'ensemble des campagnes, etc., enfin, de la formation sur le mobile, auront accès à des petites choses, etc. C'est sûr que ça permet d'animer et de créer un peu plus d'engagement dans la plateforme. Alors, on a parlé de tous les aspects, j'ai envie de dire, très positifs de l'onboarding qui permet d'ancrer une personne, d'éviter l'isolement. Est-ce que, Vanessa, du coup, je te laisse la main sur ce point-là. Est-ce que tu as des points d'attention sur justement cet onboarding, ce sur quoi il faut justement faire attention pour justement éviter les problèmes au démarrage, en tout cas, de ces choses-là? Est-ce que tu as des éléments à partager sur ça? Je vais peut-être être un petit peu redondante, mais du coup, pour nous, c'est vraiment, quand c'est possible, vraiment prendre en compte les 4 temps de cet onboarding, de ne pas forcément attendre que la personne rentre en poste non plus, quand c'est possible, parce que la personne peut déjà continuer à chercher aussi ailleurs pendant tout ce temps avant qu'elle arrive au jour J. Donc, le but, c'est aussi de créer un lien et un attachement auprès de l'entreprise. Donc ça peut être aussi essentiel, voilà, de prendre tout ça en compte, de vraiment designer son parcours aussi de formation, mais comme on disait, avec différentes modalités, ne pas oublier d'inclure beaucoup de social. On est sur un moment où on a besoin d'être accompagné, d'être rassuré, donc d'avoir un référent aussi, ça peut être très utile dans ces cadres-là. Et puis, vraiment avoir aussi une unité, un univers qu'on va retrouver en fonction des différentes modalités pour continuer à faire du sens et du lien à travers tout ce parcours et qu'il y ait une homogénéité qui s'exprime. Donc, toujours, voilà, penser côté utilisateur derrière aussi. Ah ouais, tu parles du côté social, c'est vrai qu'on en parle depuis le début, hein, éviter l'isolement, notamment dans la situation actuelle. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est des sujets qui sont clés. Je te donne la main, du coup, Kader, sur ça. Est-ce que toi, tu as des points alors, sur l'onboarding ou le mobile learning, parce que chez vous, c'est aussi un pan important de votre onboarding. Qu'est-ce que tu peux nous partager sur ces points-là? Oui, non, le onboarding, en général, je rejoins Vanessa, il faut éviter l'isolement et puis la lassitude, parce que c'est vrai que les nouveaux entrants ont, comment dire, ils ont beaucoup d'informations à ingérer en peu de temps. Ouais. Et il faut apporter de la légèreté dans tout ça, c'est-à-dire faire un
mix pour que il puisse digérer et avaler tout sans que ça soit sans qu'il crache tout, quoi. Donc nous on essaye de varier un peu les technologies, de faire un peu d'amusant, dans différents concepts, et notamment le mobile learning, on fait vraiment attention à diversifier les jeux de questions. Les thèmes sont imposés parce que c'est en rapport avec leur formation, mais d'avoir un rythme assez régulier pour pas qu'ils soient isolés, ou qu'il n'y ait plus de rapport entre le temps où ils ont fait en présentiel et le temps où on joue la campagne. Ouais. Généralement, on laisse une semaine pour que, comme Vanessa parlait de la courbe de l'oubli, qu'ils n'aient pas trop oublié et qu'on puisse réactiver derrière pour pouvoir mieux ancrer ensuite. Donc on fait attention à tout ça, bien choisir les questions, qu'elles ne soient pas trop longues, trop courtes, qui donnent envie, quoi, de transformer un sujet qui peut être un peu lourd en quelque chose d'amusant. Donc on fait très attention à ça. Et d'ailleurs, après les 18 mois, je reviens sur ce que disait Vanessa, sur le fait que l'onboarding, il est continu aussi après justement cette période-là. Est-ce que Kader, vous suivez après les 18 mois, ou est-ce que vous, c'est vraiment intense pendant 18 mois? Comment ça se passe sur l'après, j'ai envie de dire, ou en tout cas la transition vers la suite? Alors nous c'est intense sur les 18 mois parce qu'on s'occupe, nous, que de la formation. Okay. Après, c'est plus sur le terrain, aux managers ou dans les directions dans lesquelles ils vont être. C'est eux qui vont suivre, en fait, parce qu'un commercial, quand il vend un produit, lui, il est challengé sur le chiffre. Ouais, bien sûr. Donc, justement, mieux il sera formé, quelque part, mieux il pourra vendre. Donc, et s'il connaît bien son sujet, c'est que nous, on a bien fait notre travail auparavant. Donc c'est un peu sur ça. Donc nous, on fait attention, on a un rapport justement après avec les tuteurs terrain qui sont déjà en place pour s'assurer que nos formations correspondent bien à leurs besoins. Et d'ailleurs, ça me fait poser une question sur l'importance des managers. C'est vrai qu'on n'a pas eu encore l'occasion d'en discuter. Tu viens d'en parler, Kader, donc je vais plutôt te poser la question, Vanessa. Est-ce que vous aussi, c'est clé d'avoir des managers qui soient présents pendant l'onboarding et surtout du coup pour l'après? Comment ça se passe dans les projets que vous menez? Ça ne peut pas se réussir sans eux. S'ils ne sont pas intégrés, s'ils ne sont pas convaincus par le parcours, ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément de suivi non plus derrière. Si les gens se sentent exclus, ils ne vont pas porter non plus cette formation-là. Et du coup, on n'arrivera pas à atteindre le collaborateur de la même manière, puisqu'il ne va pas l'encadrer, il ne va pas suivre cette évolution. Voilà, il le verra d'un œil très externe. C'est pour ça, quand je disais tout à l'heure au niveau du design de la formation, c'est vraiment déterminant d'intégrer les différents services et puis aussi des fonctions qui sont essentielles comme les managers pour porter ce parcours, qu'ils y voient clair eux-mêmes déjà dans ce parcours, qu'ils le comprennent et puis qui encore une fois, qui viennent accompagner le collaborateur, qui puissent avoir aussi des métriques derrière, des données qui peuvent analyser, voir comment leur collaborateur a évolué, ses points de difficulté, parce que ça va être les premiers concernés. Et effectivement, entre des fois une demande qui va venir du top de la direction, et puis du manager terrain sur les besoins de formation et d'accompagnement, effectivement, c'est important d'intégrer les deux parce qu'on va avoir des visions qui vont être des fois assez différentes. Ouais, il n'y en a pas forcément une qui a raison et l'autre qui a tort, mais il faut pouvoir les intégrer harmonieusement aussi pour prendre en compte vraiment le besoin du terrain par ailleurs. Oui, et c'est vrai que nous, dans notre vision chez Sparty de l'onboarding et de l'accompagnement, enfin même de la formation de façon générale, je suis complètement aligné avec vous. On a d'ailleurs créé récemment, là, dans les derniers mois, une fonctionnalité spécifiquement pour les managers pour qu'ils puissent suivre en fait directement dans l'application les personnes de leurs équipes. L'intérêt, c'est ce que tu dis, hein, c'est évidemment pas de fliquer, etc. C'est pouvoir accompagner, comprendre, être capable de faire un suivi. Bon, je constate qu'il y a une personne qui a plus de difficultés sur une thématique ou qui est moins engagée.
et ben derrière, en live, en présentiel, d'être capable d'aller voir cette personne, d'interagir. Donc, c'est un doux mélange finalement de tous les outils qui nous permettent, pendant l'onboarding, de se dire, bon, bah, en fait, moi, je suis manager, mes équipes, c'est essentiel que je puisse les suivre pour voir si elles sont bien onboardées, si elles se plaisent, etc. C'est vrai que c'est un sujet qui est clé aujourd'hui dans l'onboarding. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir remédier, tutorer, accompagner derrière et pas du tout être dans la punition ou le jugement, loin s'en faut, mais vraiment pouvoir proposer derrière des solutions. Donc, si on ne voit pas ce qui ne va pas, ben, on ne peut pas en proposer. Du coup, avoir une fonctionnalité telle que celle-ci, c'est vraiment extrêmement intéressant. Oui, exactement, parce que nous, c'est vrai que c'était un besoin qu'on avait depuis longtemps, puisque cette tâche, quelque part, c'est moi qui la faisais en faisant parler les métriques. Quand on voyait quelqu'un qui avait un score à 0 ou qui n'avait pas installé nous, on a la liste des nouveaux entrants. Si on ne voit pas dans ce parti de son nom, bah, sur la promotion, c'est qu'il ne l'a pas installé. Donc, quelque part, on s'en inquiétait. Et justement, ces alertes, selon nous, notre charge de travail, parce que ce parti n'est qu'une brique dans notre parcours de formation et qu'on a beaucoup d'autres tâches administratives. On ne pouvait pas faire très précisément ce suivi du collaborateur par rapport à ses connaissances. Et c'est vrai que la fonctionnalité d'ambassadeur permet, nous on va bientôt la mettre en place, mais permet d'investir les tuteurs qui justement recrutent ces gens pour qu'ils viennent travailler avec eux plus tard, pour qu'ils puissent les suivre eux sur leur application et qu'ils puissent voir leurs collaborateurs et être encore plus proche d'eux en disant bah, voilà, je vois que tu as des sujets que tu ne maîtrises pas, on peut mettre en place tel ou tel point pour pouvoir améliorer tes compétences ouais, c'est un gros plus, quoi. Ravi de t'entendre dire, Kader. Je vois qu'on dépasse presque le timing. J'avais un dernier sujet pour vous deux. Est-ce que, et du coup, Kader, je peux te laisser continuer. C'est quoi la suite? Est-ce que voilà, là, il y a des choses qui vont être amenées à évoluer ou des éléments complémentaires qui vont venir dans cet onboarding chez vous bientôt ou... Alors, nous, on continue à faire nos campagnes parce que c'est quelque chose qui marche bien depuis un moment. Okay. Comme je disais, on va mettre en place notre fonctionnalité d'ambassadeur pour un peu se décharger de cette tâche de suivi des collaborateurs qui n'était pas à faire par les formateurs, mais plutôt par les tuteurs. Ouais. Et après, c'est vrai que l'application développe des fonctionnalités qui peut nous permettre de créer des besoins, donc on ne pensait pas avant. Mais là, je vois le NPS, faire des campagnes spécifiques ou peut-être plus tard des évaluations à chaud, à froid, des retours sur l'application. C'est pareil, nous on aime bien aussi savoir si les collaborateurs aiment jouer ou ont plaisir, si les questions leur vont bien, si elles sont bien posées dans un bon temps. Voilà, on a besoin de leur retour, c'est leur formation, donc autant leur faire quelque chose de bien. Bien sûr. Et du coup, Vanessa, de ton côté, comment tu vois l'onboarding digital? Est-ce que ça va... Enfin, comment tu vois les choses pour les prochaines années? Eh bien, moi, l'onboarding digital, je le vois vraiment comme un mix de solutions. Comme disait Abdelkader, c'est ce que vous faites aussi. Mais vraiment, placer l'humain, peu importe que ce soit en distanciel, en présentiel, c'est vraiment une notion qui est hyper importante. Et du coup, qui dit digital ne veut pas dire couper encore une fois des autres. Je pense qu'on a beaucoup souffert. En tout cas, j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens-là par rapport au Covid, à des formations qui avaient été mises en place, en particulier voilà, sur des moments d'onboarding et des jours comme le jour J, son premier jour, et se retrouver tout seul et à se débrouiller avec les nouveaux outils, etc. Donc, je pense qu'on a vu aussi ces limites-là, que ça se fait vraiment dans l'accompagnement, encore une fois. Et le mix des modalités, une belle solution pour ça. On s'enrichit toujours de nouveaux, il y a toujours des nouveaux outils qui vont arriver, qui vont venir enrichir, mais rester aussi sur des bases et la construction voilà, du parcours qui me semble essentiel.
Superbe. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux pour tous ces éléments. Alors, j'avais mis un dernier élément s'il y avait des questions et remarques, mais on les a faites un peu au fur et à mesure finalement de notre échange. Donc, un grand merci à tous les deux. J'étais ravi en tout cas de partager ce moment. On a appris plein de choses. Donc, merci pour ça. Pour tous ceux qui nous ont écoutés, évidemment, vous pouvez retrouver ce webinaire soit par mail, puisqu'il va vous être envoyé, soit sur notre chaîne YouTube. Il y a également un pop-up qui devrait apparaître sur votre écran pour, si vous souhaitez une démo, tout simplement, de la solution. Merci encore à tous et voilà, à très vite. Il y a d'autres webinaires qui se préparent rapidement chez Smartlead, donc on vous tiendra évidemment au courant. Et voilà, s'il y a le moindre sujet, n'hésitez pas à nous contacter tout simplement à contact@spartlead.com ou sur notre site internet. Voilà, merci encore Vanessa et Kader et je vous dis merci Benoît. Merci à vous, merci beaucoup pour ces échanges. Merci également, merci. À bientôt.